Allez, votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Pierre Petit. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour David. Merci d'être là, président des Cahiers Verts de l'économie. On voit bien que l'inflation, enfin la crainte de l'inflation, c'est ce qui agite maintenant depuis plusieurs mois les marchés, sans enrayer pour le coup leur progression, ça remet de la volatilité. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà rassurer les plus anciens en leur disant que cette hyperinflation, comme on a pu connaître dans les années 70, que ça a peu de chances de se produire ou de se reproduire? Est-ce qu'on peut exclure maintenant, que c'est trop tôt pour exclure ce scénario? Il ne faut jamais rien exclure d'expérience. Voilà. Alors, ce n'était pas l'hyperinflation dans les années 70 dans le monde occidental. C'était une inflation à deux chiffres. Ah bah quand même. Oui, bien sûr. Mais enfin, l'hyperinflation en général, c'est plutôt 3-4 chiffres. Le Brésil, il y a 25 ans, l'Inde. Voilà. Et même la Chine avait 30% d'inflation. Non, mais avec à deux chiffres, quoi. Voilà, une inflation à deux chiffres. 8, 10%, 12%. Oui, juste avant le reflux à partir de 81-82. La France, par exemple, avait 14% d'inflation. Ce scénario-là, on l'exclut? Oui. Bon. À 14%, oui. Une inflation à deux chiffres, oui, absolument. Donc on se dit quoi? On se dit qu'aujourd'hui, on vit un simple rebond technique de l'inflation. Ou est-ce qu'il n'y a pas un changement de paradigme, un changement d'ère économique? Parce que c'est un sujet, personne n'a la vérité révélée, l'avenir nous le dira, mais c'est un sujet qui clive, qui divise les économistes aujourd'hui. Oh, pas tant que ça. Ah si, quand même, si. Non, parce qu'en fait, simplement, bon, je crois qu'il y a plutôt un consensus pour dire que c'est quand même plutôt un choc provisoire et léger. Simplement, je pense que le provisoire, moi je me situe un petit peu entre les deux, si vous voulez, c'est que je pense que le provisoire sera un peu plus long que ce que généralement on dit, et que la profondeur du mouvement de hausse des prix est un peu plus élevée. Voilà. Et surtout aux États-Unis, parce qu'en plus, il faudrait parler au niveau mondial. Mais il est bien évident que pour les marchés financiers, pour les investisseurs, c'est ce qui se passe aux États-Unis qui est important, mais vous ne voyez pas du tout le même mouvement en zone euro, même s'il va, il va y avoir une accélération. Ils sont aux avant-postes, les Américains. Ils ont moins chuté que nous, ils redémarrent plus vite que nous, donc c'est intéressant de voir ce qui se passe chez eux. Oui, mais même en Chine, si vous voulez, en Chine, ils ne sont pas à des niveaux d'inflation, enfin, ça remonte un tout petit peu. Mais quand on voit chez Amazon, notamment aux États-Unis, ou McDo, qui relèvent leur rémunération parce qu'ils peinent à recruter, on se dit que c'est localisé ou que c'est le prélude, il y a peut-être à des hausses de salaire plus rapides que prévu. Il y a les projets aussi du président Biden. Alors, sur le salaire. Ah oui, mais c'est pas passé sur le salaire minimum. Oui, pour l'instant. Indépendamment de ça, de toute façon, il y a des pénuries ponctuelles. Effectivement, on le voit bien dans les différentes statistiques. On voit qu'il y a énormément d'offres d'emploi sur les derniers mois et qu'il n'y a pas eu autant de demandes d'emploi satisfaites. Alors c'est un peu bizarre parce que il semblerait que les gens restent un petit peu à l'écart du marché du travail. Pourquoi? On parle aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a ce débat comme quoi les Américains se seraient socialisés, c'est ça? C'est-à-dire que jamais ils n'avaient bénéficié d'un mécanisme d'indemnisation chômage aussi favorable. Non, je parle même, indépendamment des chèques, je parle même l'indemnisation chômage, qui a été prolongée... Et qui les aurait poussés à rester chez eux et pas aller bosser. Surtout pour les professions à plutôt bas revenus, faiblement qualifiés. Vous venez de mentionner, je ne sais plus si vous l'avez mentionné, mais McDo, c'est la restauration. C'est l'hôtellerie-restauration qui redémarre dans pas mal d'endroits aux États-Unis. Et là, il y a des pénuries. Pourquoi? Alors, il n'y a pas que l'indemnisation chômage. Il y a aussi le fait que dans un certain nombre d'États ou de comtés, les écoles étaient encore fermées, les gens avec certaines craintes à revenir au travail, etc., à cause de la pandémie. Et puis, il y a je crois que c'est une cause fondamentale, le régime d'indemnisation chômage qui a été prolongé jusqu'en septembre, sachant que certains États fédérés ont décidé de l'interrompre ou de le réduire à partir de juin. 23 à peu près, c'est des États républicains le plus souvent. Voilà. Et après, donc ça a joué. Alors après, il y a d'autres phénomènes. Vous parlez des salaires. Si vous prenez le salaire horaire aux États-Unis sur les 3 derniers mois, annualisé, on est à 3,2. Alors, 3,2, est-ce que c'est dramatique? Non. Simplement, pour une phase de reprise, c'est assez élevé. C'est comme le chiffre d'inflation qu'on a vu la dernière fois, celui d'avril, à 4,2. Et pour la sous-jacente, c'est-à-dire sans le pétrole, sans l'énergie et l'alimentaire, 3. Au bout d'un an de reprise, même pas 10 mois de reprise, en général, on ne trouve pas ces chiffres-là. Ces chiffres sont beaucoup plus bas. C'est-à-dire que le mouvement de hausse des prix met beaucoup plus de temps à repartir à la hausse. D'accord? Donc c'est plus rapide. Pourquoi? Parce que d'une part, la reprise a été rapide, et puis d'autre part, effectivement, il y a tous ces goulets d'étranglement
dont on a parlé. Largement, les pénuries sur les semi-conducteurs, le bois, les matériaux de construction, le cuivre, l'acier, les matières premières d'une manière générale. Et il y a une grosse composante semi-conducteurs. D'ailleurs, on le voit dans les chiffres de Taïwan. Taïwan, c'est la grande star de Covid-19. C'est la meilleure performance mondiale en 2020 et c'est le meilleur premier trimestre. C'est 13% de croissance annualisée. L'une des raisons principales, c'est évidemment que la demande de semi-conducteurs, sachant que Taïwan est numéro 2 dans ce domaine, est extrêmement forte. Elle était forte l'année dernière à cause de la numérisation de l'économie, alors que les secteurs traditionnels consommateurs comme l'automobile, eux chutaient évidemment. Et puis là, maintenant que l'automobile repart, ils ont 2 pressions et donc ils ont du mal. Tant mieux pour eux. Oui, tant mieux pour eux, oui, bien sûr. Tant mieux pour eux, mais il y a des tensions sur les semi-conducteurs. Mais à vous écouter, et vous êtes dans le mainstream, c'est localisé, c'est temporaire, et il n'y a pas à s'angoisser. Non, s'angoisser... Non, mais les ménages américains, Jean-Pierre, je vais quand même répondre à votre question. Si vous me demandez une prévision sur la hausse des prix aux États-Unis sur la fin de l'année, le consensus pour l'indice général est à peu près à 3,3. D'accord ? Moi, je pense qu'on sera au-dessus de 3,5. Voilà. Ouais, mais c'est l'épaisseur du trait, non ? Attention, Monsieur Marché aime bien regarder, et puis dans les discours, on a eu de avril à décembre des chiffres supérieurs à 3. La thématique sera quand même présente sur les marchés, dans les décisions des investisseurs. Donc, il faut faire un petit peu attention à ça. Sur l'inflation sous-jacente, c'est pareil. Je pense qu'elle sera supérieure à ce que pense le consensus. Oui, mais si c'est temporaire, pourquoi s'exciter ? Si on sait que les choses vont revenir dans l'ordre en 2022. Non, mais tout est temporaire, David. Oui, la vie est temporaire. 74 à 81, c'était temporaire, ça a duré 7 ans. La montée, la grande dérive inflationniste, l'une des rares dérives inflationnistes du temps de paix. Parce que historiquement, depuis 2 siècles et demi, les phénomènes inflationnistes durables sont des phénomènes liés aux guerres civiles ou aux guerres internationales chaudes. Et la seule période relativement longue, bien évidemment, de déséquilibre inflationniste du temps de paix, c'est la période 73-80. Au-delà de 2021, si on se projette sur 2022. Je pense que ça rebaissera, mais bon, ça reste... la fermeture du sujet, quoi, dans ces cas-là. Ça a remonté là, il y a un pic d'inflation, et c'est la Fed qui a raison, et merci. Ah ben non, parce que la Fed est quand même sous pression du fait quand même de la politique monétaire extrêmement accommodante qu'on a, les marchés d'actifs qui sont très élevés, la croissance réelle en volume, indépendamment de l'inflation, qui, elle, va être autour de 10% l'an au T2, au T3. Qu'est-ce qu'il y a 10%, pardon ? La croissance américaine. Oui. Donc, tu as une croissance très forte, tu as des marchés d'actifs qui sont quand même très élevés, et tu as quand même des chiffres d'inflation, même s'ils sont provisoires, mais attention, même si elle-même est convaincue, il y a toujours quand même un risque, sachant que, et je voulais en revenir là-dessus, il y a une composante qui est essentielle dans les processus de dérèglement inflationniste dans l'histoire, c'est les anticipations. Ne pas oublier qu'un processus inflationniste, ce n'est pas un processus mécanique. C'est un processus qui s'auto-alimente par les anticipations et qui se diffuse ensuite. Justement, les ménages américains anticipent une inflation de 6% dans un an selon le Conference Board. Oui. Alors, 6% dans un an, preuve que la surchauffe est redoutée. En tout cas, anticipée. Par les ménages et par les entreprises. Donc, il y a, à mon avis, le biais... 6%, c'est pas rien. C'est pas les 3 et quelques, 3,5 qu'on aura. Attention, parce qu'il y a toujours un excès dans les enquêtes. Un rapport de 1 à 2, quand même. Là. Oui, non, mais je ne nie pas. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. Il ne faut pas nier l'importance des anticipations. Et c'est pour ça que la Fed, à mon avis, ne va pas pouvoir, d'ici la fin de l'année, tenir le discours très accommodant qu'elle tient aujourd'hui en disant c'est pas grave, il y a quand même 8 millions d'emplois de moins que par rapport à la période pré-Covid, parce qu'il y a des gens qui sont sortis du marché du travail, et il reste quand même un taux de chômage de 6,1. Et puis donc, tant que je ne vois pas le taux de chômage se rapprocher du taux d'équilibre, je ne resserre pas ma politique monétaire. Ça, je crois qu'elle est sous pression. Et je pense qu'elle. Pour l'instant, l'expression, elle balaye du revers de la main pour l'instant ce risque inflationniste. Elle nous dit à chaque fois, c'est temporaire, etc. Bien sûr, c'est normal d'ailleurs. Elle est là plutôt pour rassurer par rapport à ça. Et elle en est probablement convaincue. Simplement, je pense que dans les mois à venir, il va y avoir, au niveau de la thématique du tapering, parce que la première phase de resserrement monétaire, ça va venir d'acheter des actifs, mais moins qu'avant. Voilà, moins que 120 milliards robinet, donc on va un petit peu couper le robinet. Et je pense que ça va venir, là aussi je réponds à la question initiale, Wyoming, ça va venir cet été, plus vite que ce que prévoit le marché. Le marché, c'est cet été. L'annonce. Ah non. Plein de gens, plein d'experts m'ont dit, lors du symposium de la Fed, à Jackson Hole, il y aurait a priori une inflexion dans le discours.
Ah oui, une inflexion dans le discours, ça Oui, je suis d'accord. voilà. Mais l'annonce officielle du tapering, c'est-à-dire je me réunis et je dis bon bah à partir de telle C'est date. plus 120 milliards, c'est 80, Ouais, c'est etc. pas ça, elle le fera pas cet été. Ça, ce serait trop tôt. Ça serait- Mais je pense qu'elle le fera plus vite que ce que pense le consensus. Le consensus est autour de début d'année prochaine. Et moi, je pense que ce sera plutôt, ce sera en fin d'année. À un moment donné, je crois que la Fed n'aura pas d'autre alternative que de resserrer un petit peu plus rapidement que ce qui était envisagé jusqu'à présent. Voilà. Ouais. Après, quelque part, c'est que ça donne du crédit, ce que vous dites là, au propos de Larry Summers, ancien secrétaire au Trésor sous Clinton, qui dénonce une complaisance dangereuse de la Fed sur l'inflation. Bon, la suite N'est pas écrite. la suite n'est pas écrite, mais complaisance, sachant que, ne l'oubliez pas, elle résonne en niveau, hein, en niveau des prix. Comme l'inflation pendant un an a été inférieure à la cible, là qu'elle revienne et qu'elle passe au-dessus de la cible pendant un certain temps, ça n'a rien de scandaleux. Et d'ailleurs, de ce point de vue, cette inflexion de la Réserve fédérale est saluée dans l'ensemble, par les économistes, par les observateurs. Je pense que la BCE va aller vers ça également. Hein. Il ne s'agit pas de raisonner en taux d'inflation instantané, en glissement annuel à un moment donné, parce que ça c'est un petit peu ridicule. Il faut regarder les tendances. Moi je crois que le pari de la Fed, c'est un pari de l'Amérique, c'est un pari en faveur de la surchauffe, c'est-à-dire même du temps de Trump. N'oublions pas Trump, hein. Il arrive aux affaires le 20 janvier 2017, il initie une relance budgétaire très forte, alors qu'on est déjà presque au plein emploi, quasiment au plein emploi. On est en deuxième partie de cycle. Il est très critiqué, y compris par Summers, qui dit ça va générer de l'inflation, ça va faire monter les taux. Résultat des courses, l'inflation, on ne l'a pas vu remonter dans le temps long, même si en octobre 98, elle était un petit peu au-dessus de 3, il ne faut pas l'oublier. Octobre 2018, pardon. 2018 a été une mauvaise année pour les marchés à cause de ça. Hein. Le resserrement monétaire. Est-ce qu'on n'est pas en train de revivre justement un peu cet épisode-là ? Je pense qu'on va vivre à un moment donné, surtout que sur les drivers du marché action, bon, c'était quoi depuis, on va dire, depuis la remontée nouvelle du marché action à partir du début novembre, c'est-à-dire l'annonce de Pfizer le 6 novembre et l'élection de Biden et la majorité au Sénat. Je pense qu'on a une très forte progression du marché action. Les drivers principaux, c'était évidemment la réaccélération macro, les révisions haussières de BPA, la bienveillance monétaire aussi qui était très forte. Ouais. Donc les révisions de BPA, de bénéfices, on est là pour les prévisions des analystes à 36%, début d'année on était à 20%. Nous au KIV on était autour de 40%, on est à 36% aujourd'hui. Bon, je ne nie pas que peut-être on va dépasser les 40, ça c'est possible, mais l'essentiel est fait. Sur la réaccélération macro, on sera au pic cet été. Je pense qu'après, on va commencer un petit peu à décélérer, ne serait-ce que parce que les taux longs vont peser sur le marché immobilier. Donc, je vois venir les catalyseurs pour les marchés actions, on en voit de moins en moins ? Ah bah oui, là, il y a un petit problème, d'autant que les valorisations absolues sont très élevées, qu'avec un taux Treasuries à 10 ans à 1,60, la prime de risque a quand même pas mal baissé, et a fortiori si les taux remontent, et ce ne serait pas scandaleux que les taux nominaux remontent, et que les taux réels même quand on a une croissance réelle à 10. Quand on a une croissance réelle à 10, oui, normalement, il y a d'autres phénomènes qui jouent, mais je crois que surtout si la Réserve fédérale hausse le ton, je pense qu'il y a une bonne probabilité pour que les taux longs remontent. Donc ça fait qu'au niveau de la prime de risque, on a de moins en moins gratté. Puis dernier élément, il y a quand même le risque fiscal, parce que notre ami Biden, quand même, il n'a pas renoncé à augmenter le taux d'IS. Il n'a pas renoncé à augmenter le taux de taxation des plus-values et des dividendes sur les personnes qui gagnent plus d'$1 million. Alors, ce n'est pas gravissime en soi comme évolution, mais disons que ça fait partie du news flow, comme on dit, plutôt négatif par rapport à avant. Donc, tout pris en compte, je pense qu'effectivement, les drivers du marché action ne sont pas si évidents aujourd'hui. Donc, les marchés boursiers ont mangé leur pain blanc. Disons que je pense que, globalement parlant, d'ici, on va dire, l'automne prochain, il est probable qu'ils continuent de progresser un petit peu à un chiffre, pas plus, mais qu'en risque-rendement, aujourd'hui, ça vaut plus vraiment le coup. Enfin, je veux dire, ça vaut beaucoup moins le coup. Et donc, depuis le début du mois de mai, au KIV, on a adopté une position beaucoup plus neutre. C'est quoi une position plus neutre ? C'est d'en avoir moins par rapport à un benchmark donné, c'est-à-dire, alors qu'au début novembre, on était très élevé, en mars de l'année dernière, on était au top du top, et puis là, on a progressivement, on a allégé la tech, par exemple. Donc vous êtes plus prudent sur les marchés actions ? Absolument. Alors que quand je suis venu... Mais en même temps, vous me disiez qu'à l'instant que jusqu'en novembre, jusqu'à l'automne, ça pouvait continuer d'augmenter. Oui, mais est-ce que ça vaut le coup en termes de risque-rendement ? Même, parce que le marché action, il monte plus souvent qu'il baisse, de toute façon, surtout le marché américain. Mais est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui
de continuer d'avoir un positionnement très agressif alors que le potentiel est faible, eu égard au risque, moi je trouve qu'il faut revenir à plus de prudence. On avait déjà commencé à alléger la tech en février, et la tech d'ailleurs est en dessous de ces niveaux de février. Il y avait des éléments qui nous embêtaient. Moi j'ai fait une note en février sur les valeurs SPAC, IPO, sur les énergies renouvelables aussi, il y avait des excès, sur les fonds ESG d'une manière générale, et sur le Bitcoin. Alors, le Bitcoin n'est pas une action, mais en disant que c'est un actif un petit peu spécifique, qui peut être qualifié d'actif risqué. D'ailleurs, il l'est, objectivement. Ouais. Et simplement, en général, les gens le rangent dans des actifs monétaires, mais c'est un actif monétaire très risqué. Et je disais qu'il y avait des petits signaux d'exubérance. Aujourd'hui, ça fait quand même... ça fait depuis octobre dernier que le marché action américain n'a pas baissé de plus de 5%. On a le plus beau et le plus bénéfique rebond post-bear market de l'après-guerre. Si tu prends les marchés le 23 mars, et aujourd'hui nous sommes le 31 mai, donc tu as 14 mois de hausse, et jamais on a en 14 mois, après un bear market de 34% entre février et mars, on avait une hausse aussi importante. Donc il y a des éléments. Donc c'est quoi la suite de l'histoire alors, une fois qu'on a dit tout ça? La suite de l'histoire, c'est grosso. Même s'il faut être modeste. Hein. Non, mais bien sûr qu'il faut être modeste, mais le rendement risque plus faible, et donc il faut alléger. Et bien plus choisir, il ne faut pas se laisser driver par le marché, il faut beaucoup plus choisir les thèmes. Beaucoup plus choisir les régions. Alors, quelles sont les thématiques à jouer, notamment dans le cadre du retour de l'inflation? Est-ce que derrière l'inflation, c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour les marchés actions? Alors, tout dépend. Alors, ça, c'est une très bonne question. C'est assez complexe, mais disons que c'est une très bonne question. Il y a le point de départ, le point d'arrivée. Le point de départ, plus c'est bas, mieux c'est. Bon, ça, c'est fini, mais on partait de 0,1 quand même en mai 2020. Le point d'arrivée, 4,2. 4,2, c'est un peu élevé dans l'histoire des marchés actions américains depuis 150 ans. Donc, c'est un niveau qui n'est plus confortable. Il y a la brutalité de la hausse. Là, on est passé de 2,6 à 4,2 en un mois. Ouh là, il y a un problème. Ce qui sauve le monsieur marché, c'est quoi là aujourd'hui? Pourquoi le marché ne baisse pas et stagne simplement? Sur des hauts niveaux. Sur des hauts niveaux, mais il stagne. Depuis fin avril, grosso modo, le S&P 500, je veux dire, il ne fout plus rien. Un, il y a l'accélération de la croissance réelle. Momentum de révision haussière des BPA, ça continue. Et trois, monsieur Taux long, il ne bouge pas. Taux long nominaux. Et taux long réel, comme les anticipations d'inflation remontent, lui, il baisse, alors que la croissance monte. Donc là, il y a une petite partie de l'équation là, qui risque de se résoudre d'une façon potentiellement négative pour le marché action. C'est pour ça que je dis attention. Alors comment se couvrir? Il y a plusieurs valeurs qui sont favorables. Moi, je pense que pour le marché européen n'est pas dans la même configuration que le marché américain. Il y a une grosse corrélation entre les deux quand même. Oui, mais pas sur les styles. Je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, notamment sur le marché américain, moi, sur le marché américain, on est revenu sur les défensives. Et on ne l'a pas fait pour le marché européen. Sachant qu'on surpondère le marché européen, ce qui nous arrive assez rarement, depuis 2 mois. Et c'est plutôt value, plutôt cyclique, plutôt financière en Europe, qui sont des gagnants. Valeurs commo, valeurs sensibles aux matières premières, infra. Les infras sont quand même plutôt des... Valeurs bancaires. Valeurs, bien sûr, les financières, d'une manière générale. Toutes les boîtes qui ont beaucoup de pricing power, qui ont des capacités à augmenter leur prix. Et inversement pour celles qui n'en ont pas. Éviter les bond proxies, c'est-à-dire les valeurs très proches des obligations, par leur comportement, les utilities, services télécoms, des trucs comme ça. En général, ce sont des... Et puis jouer aussi un petit peu l'or actuellement, parce que les taux réels sont bas. Jouer les comos, le pétrole. Nous, on joue le pétrole et on croit même que ça va continuer d'augmenter d'ici l'automne prochain. Donc, il y a des manières. On peut gagner de l'argent sur des actifs risqués, même dans des périodes de remontée. Mais je vous sens moins à l'aise sur un CAC 40 à 6400 points. Aujourd'hui, je vous sens moins... La dernière fois, je suis venu au mois d'octobre, j'avais dit qu'il fallait acheter des actions. Là, on était, je ne sais pas combien était le CAC. Moi, je suis surtout le S&P 500, mais le S&P 500 était au moins... à 40% sous son niveau actuel. Il faut tenir compte de la hausse des marchés. Il ne faut pas toujours avoir le même discours. Sur la reprise, je pense qu'on est au top. Sur le momentum de révision des résultats, j'ai dit ce que j'en pensais tout à l'heure. Sur les taux longs, je pense qu'il y a plutôt un risque à la hausse. Donc, globalement parlant, je pense que le risque-rendement n'est pas génial. Pour les marchés actions. Pour les marchés actions. On finit là-dessus juste. Est-ce que si on se place dans l'idée que le tapering va arriver donc quelque part aux États-Unis début 2022 ? Moi, je dirais plutôt fin 2021, mais on va pas se battre pour... Oui. Et que voilà, est-ce que les marchés boursiers, c'est une question qu'on se pose depuis plus de 10 ans,
Est-ce qu'ils sont capables de se sevrer, d'être sevrés, ou de se sevrer de cette perfusion monétaire? Oui, mais ils l'ont fait déjà. N'oubliez pas que dans le dernier marché haussier, le tapering, ça commence en octobre 2013. Ouais. Et ça se termine d'ailleurs mal. Il ne faut jamais l'oublier. Hein. C'est pour ça que la dernière phase de reflation, elle s'est mal terminée, sauf que ça a pris beaucoup de temps. C'est 2013, la reflation a commencé vraiment en 2016, 2018. En 2016, la Fed resserrait déjà progressivement depuis quelques temps. Le tapering, c'est octobre 2013. Eh oui. Et même en octobre 2014... Sur un calendrier plus long, mais ça ne se termine pas bien. Oui, alors c'est là où je dis que la brutalité du processus tout pose problème. Mais je reviens juste pour remémorer aux gens. Octobre 2014, elle dit même, j'achète plus d'actifs. Simplement, je me contente simplement de réinvestir les coupons que je reçois pour maintenir la valeur du bilan. Ouais. Décembre 2015, elle relève ses taux pour une première fois. Et puis à partir de 2016-2018, alors là, elle continue de remonter ses taux et même elle baisse le bilan à partir de fin 2017. Et à la fin du match, ça se termine comment ? Par une très grosse correction à la fin 2018. Voilà. On s'en souvient, c'est septembre-décembre 2018. Sauf que là, on part d'un niveau encore plus haut. En termes de... Oui, mais alors le PIB nominal est plus haut, les résultats des boîtes sont plus hauts, etc. Enfin, la croissance américaine, cette année, en volume, ça va être de 7%. Et en valeur, ça ne va pas être loin de 11%. Alors, c'est quand même énorme. Hein, donc, voilà. Ouais, mais c'est one shot. Après, il y aura 2022. Oui, non, ils ne vont pas rebaisser. Hein, ils ne vont pas rebaisser en 2022. Ils vont ralentir. Je parle en termes de croissance. Oui, d'accord, mais ils vont... Non, mais souvent, les gens me disent, mais le S&P 500 est au top. Oui, mais la croissance est aussi au top. Enfin, le PIB est au top. Voilà. Il y a plein de choses au top. Donc les marchés ne sont pas déconnectés totalement de la série. Non, ils ne sont pas complètement déconnectés. Les résultats sont très très bons. C'est ce que je disais d'ailleurs, je crois, dans cette émission. Quand vous me demandiez s'il n'y avait pas vraiment aucun fondamental derrière c'était il y a 3-4 mois, derrière la hausse des marchés, je disais, ah bah non. Il veut venir plus souvent, on a compris, il vient pas assez souvent. Hein. Ça, je dois reconnaître, je plaisante. Non, les révisions de résultats ont été excellentes. Jusqu'à présent. Et je crois que ce n'est pas fini. Je crois que même qu'on va être un peu dépassé. Justement, on va continuer à en parler avec Véronique Riche-Flores juste après vous. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Jean-Pierre Petit, le président des Cahiers Verts de l'économie, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Jean-Pierre. À bientôt.